Bienvenue dans le magazine du football sur Africa 24 et avant de vous présenter le plateau, nous allons consulter ensemble le sommaire de ce magazine. Dans un premier temps, nous parlerons du football nigérian. Pourquoi cette instabilité des entraîneurs? Que se passe-t-il au pays des Super Eagles? Réponse dans quelques petites secondes. La question des binationaux ressurgit et surtout au moment des grandes compétitions internationales. Nous allons également évoquer ce problème. Et puis, Ligue des champions Europe, c'est encore l'expectative car personne ne peut dire ce soir qui peut gagner cette Ligue des champions européenne. Et puis l'Africa 24 Football Club a toujours l'honneur et le plaisir de recevoir des invités. Ce soir, nous recevons Karim Baldé, qui est journaliste guinéen. Bonsoir, Karim. Bonsoir, José. Bonsoir à tous. Nos éditorialistes, Saïd Afizi. Saïd, oui, bonsoir. Bonsoir, José. Bonsoir à tous les téléspectateurs. Et Mr. Roger Itoto. Bonsoir, José. Bonsoir à tous. La question de l'AFC, comment attirer les binationaux dans les sélections du continent? Vous intervenez sur nos réseaux sociaux, mais aussi fc@africa24tv.com. Le football nigérian dans l'impasse, c'est à la une de l'AFC. Le Nigeria, confronté à de grandes difficultés avec ses entraîneurs, plusieurs ont claqué la porte pour des raisons diverses. Voyons ce sujet qui a été préparé par la rédaction d'Africa 24. La gestion de l'équipe nationale nigériane pointée du doigt. Entre 2011 et 2016, la sélection a connu 3 entraîneurs, Stéphane Keshi, Sunday Oliseh et Samson Tiasia. Cependant, tous les 3 ont quitté leur poste. Que ce soit pour des raisons personnelles ou d'autres relatives aux conditions de travail, le Nigeria se trouve en ce moment sans sélectionneur. Une situation difficile pour l'équipe nationale de football. Rappelons que la sélection n'a pas pu se qualifier pour les phases finales de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations qui se tiendra en 2017. Les changements d'entraîneur à la tête de l'équipe nationale de Nigeria ne font pas l'affaire des Super Eagles. C'est clair que parce qu'il y a une certaine instabilité au niveau du staff technique de l'équipe, et il y a forcément également instabilité au niveau du rendement sportif et les résultats ne suivent pas. Le problème au Nigeria aujourd'hui est plus un problème de gestion au niveau de la fédération en elle-même qu'au niveau des joueurs sur le terrain. Les changements successifs d'entraîneurs viennent de la Fédération nigériane de football. À la tête du sport roi au Nigeria, la Nigeria Football Federation fait l'objet de menaces de la part de la Fédération internationale de football association, la FIFA. Pour cause, des controverses concernant la réélection du président de l'institution, Amadou Pinnick. Bien évidemment que tous ces ingrédients n'ont pas milité en faveur des Super Eagles qui aujourd'hui sont éliminés des qualifications pour la CAN 2017, qui n'étaient pas déjà à la CAN 2015 alors qu'ils étaient tenants du titre en 2013. Donc ça veut dire qu'il y a des problèmes à gérer et pour moi, c'est plus un problème de gestion au niveau même de la fédération qu'un problème au niveau des joueurs sur le terrain qui n'apportent pas de résultats parce que, comme je l'ai dit tantôt, l'instabilité au niveau de la fédération provoque une instabilité bien évidemment au niveau du staff technique et tout cela rejaillit sur les performances de l'équipe nationale. Sans entraîneur, l'équipe nationale du Nigeria risque de ne pas être prête pour les Jeux Olympiques de Rio qui auront lieu du 5 au 21 août 2016. Le nouveau coach des Super Eagles devrait être connu dans les prochains jours, même si les rumeurs concernant le successeur de Samson Tiasia vont déjà bon train. Et avant de retrouver notre plateau, nous allons jeter un coup d'œil sur ce championnat nigérien. Vous allez voir bien qu'il y a 3 équipes qui se tiennent donc dans un mouchoir de poche. Il y a Kanopia qui est en tête tout à l'heure. Vous verrez ce classement devant Abia Warriors et Onuga Rangers est à la 3e place avec les résultats tout d'abord justement. Et donc si vous lisez bien, vous verrez bien Kiko Wudu United a battu Irtland FC. Il y a également Kanopia qui a été battre Sunshine Stars. Onuga Rangers qui a perdu devant Dolphin Port et puis Enyamba, donc qui a fait match nul, 2 buts partout, avec l'équipe de Lobby Star. Enyanga qui est très très mal classé dans ce championnat. Nous allons voir justement ce classement. Enyamba qui participe, vous le savez, comme chaque année, aux Coupes africaines. Donc, Enugu Rangers, qui est donc leader devant Abia Warriors. Voilà. Alors,
Tout d'abord, Karim, est-ce que vous suivez ce football nigérien? Que pensez-vous de ce changement d'entraîneur, des entraîneurs instables depuis quelques mois? Alors, le football nigérian, je ne le suis pas précisément, mais en voyant la situation actuelle avec ces changements d'entraîneurs, ces péripéties à la tête de la fédération, ça fait penser à ce que je suis un peu plus, c'est-à-dire le football guinéen en particulier, qui vit également des temps très tourmentés. Et dans les deux cas, le point commun, c'est que la FIFA est intervenue. Et ce qu'on voit actuellement au Nigeria, c'est que malheureusement, la FIFA est obligée de sortir un petit peu de sa tanière pour venir mettre son nez dans les affaires de lutte de pouvoir. Ça fait déjà 2 ans qu'il y a ces luttes de pouvoir au Nigeria, c'est long. On voit le nombre d'entraîneurs, de sélectionneurs se succéder avec Sunday Oliseh notamment, et puis tous ceux qui sont arrivés derrière, de l'intérim, l'intérimaire de l'intérimaire, puis l'intérimaire de l'intérimaire de l'intérimaire. Et pendant ce temps-là, ils ont raté la qualification pour la CAN. Et si la FIFA prend des sanctions, le Nigeria pourrait être exclu du tournoi olympique à Rio. Donc on voit bien qu'il y a quand même urgence dans cette équipe, dans cette sélection du Nigeria, qui est quand même une sélection prestigieuse en Afrique. C'est un gros problème. Et dans le studio, on le disait, justement, il risque d'avoir des problèmes. Alors, c'est vrai que la FIFA intervient souvent, mais la situation du Nigeria, Saïd, est-ce que ça vous interpelle depuis quelques mois? Oui, c'est vraiment très inquiétant parce que c'est quand même, rappelons-le, une sélection très très prestigieuse de notre continent. C'est une sélection avec une grande histoire qui a toujours fourni au continent africain de super joueurs. On connaît les légendes Kanu, Okocha, etc. Il y a une flopée de joueurs vraiment que le Nigeria a donné au continent africain, mais c'est un problème de gouvernance. On voit qu'il y a la valse des entraîneurs et des entraîneurs qui ne sont pas payés. Pour une fédération comme le Nigeria, c'est totalement scandaleux. C'est une sélection qui regorge de bons joueurs. On pense à John Obi Mikel, Igalo de Watford qui se régale actuellement en Première Ligue, Moses, Ahmed Musa. C'est une sélection qui a beaucoup de bons joueurs. Mais il y a une instabilité tellement forte au sein de la fédération, tellement forte au sein du coaching et du staff technique qu'on peut aller nulle part. Et Stéphane Keshi avait entamé un travail de fond. Il avait pris en main les sélections jeunes. Il avait les emmenés à faire des bonnes performances en Coupe du Monde U17, etc. Il avait fait des bonnes choses avec la sélection A. On l'a évincé pour mettre à la place d'autres entraîneurs qu'on n'a même pas payés. Donc c'est un problème purement de gouvernance. Oui, alors Roger Toto, justement, ce problème de salaire, donc vous pensez vraiment que c'est le nerf du problème? Non, il y a d'autres choses. Malheureusement, ce fiasco-là continue. C'est vrai qu'il y a longtemps qu'on entend parler par rapport à ça. Les résultats se font ressentir. Et quand on voit la jeune génération, tout ce qu'ils ont fait, les U17, U19, et il y a la relève. Mais pour que cette relève puisse travailler sereinement, il faut qu'ils arrivent à se mettre d'accord. Parce que là, ils sont en train de réellement prendre le football nigérien en otage. Parce que là, les joueurs n'arrivent plus à s'exprimer. On le voit, ça ressent par rapport à l'équipe nationale. Donc, à partir de là, je pense que c'est un travail qu'il faut qu'ils arrivent réellement à se bouger parce que petit à petit, donc là, le football du Nigeria, donc comme Saïd a bien dit, ils nous ont tellement fait rêver, il fut un temps, mais on voudrait revoir ce football-là très alléchant, mais là, pour le moment, ils sont prisonniers parce qu'ils ont du mal à pouvoir mettre pas mal de choses en place parce que la fédération a du mal à se mettre d'accord. Merci Roger. Riyad Mahrez crève l'écran, l'international algérien de Leicester, premier du championnat anglais, né à Sarcelles, en région parisienne, vous le savez, il a joué au Havre et il était en Ligue 2 jusqu'en 2014. 17 buts, 11 passes décisives et après 34 matchs. Alors, Riyad Mahrez succède au Belge Eden Hazard en devenant le premier joueur africain à se voir décerner le trophée de joueur de l'année en Première Ligue. Écoutez ce que dit Yassine Bouhani, l'un de nos confrères algériens. Moi, personnellement, ça ne m'a pas du tout étonné de le voir remporter ce titre du meilleur joueur de la Première Ligue anglaise, pour la simple et unique raison, il a été l'élément déterminant de son équipe Leicester. La saison passée, malgré qu'ils ont joué pour le maintien, mais il a tiré son épingle du jeu. Donc aujourd'hui, c'est la confirmation d'un talent qui a été complètement ignoré en France. Donc aujourd'hui, il faut se poser la question et revoir les modèles de formation qui se mettent en place en France, parce que c'est un joueur qui n'est passé par aucun centre de formation, donc qui a été récupéré par le Havre d'un petit club de CFA2. Donc aujourd'hui, c'est tout un système à revoir. Ça, c'est la première victoire d'un joueur comme Riyad Mahrez. Et footballistiquement, il a démontré que c'est un joueur de très grande valeur qui a su tirer son équipe vers le haut,
Aujourd'hui, quand on voit ses stats, il est à 17 buts et 16 passes décisives. On comprendrait que c'est un joueur qui mérite amplement ce titre du meilleur joueur de la première ligue anglaise. C'est toute une fierté pour tout un continent, parce qu'il ne faut pas oublier Mahrez qui est international algérien, donc il représente le continent africain. C'est la première fois qu'un Africain remporte ce titre, malgré qu'il y a de grands joueurs qui sont passés par ce championnat, à l'image de Didier Drogba ou Yaya Touré. Donc aujourd'hui, c'est juste une récompense, je ne dirais pas pour le joueur, ni pour l'Algérie, mais pour le continent africain, qui continue à fournir le football international par de véritables talents. Voilà, notre expert du continent est avec nous maintenant, c'est Joseph-Antoine Bell. Joseph, bonsoir. Bonsoir. Oui, Joseph, tout d'abord, sur l'instabilité des entraîneurs nigériens. Vous connaissez le problème, Joseph. Pourquoi cette instabilité, selon vous? Tout simplement, José, parce qu'il n'est pas possible d'imaginer que dans un pays, le football soit une espèce d'îlot au milieu de la société. Donc, le football nigérien est victime de quelque chose qui existe dans la société nigériane. Le désordre que vous décriez existe dans la société nigériane, et quand vous regardez pourquoi il y a de l'instabilité, vous verrez qu'il y a de l'instabilité déjà de l'instabilité au niveau de la direction de la fédération, puis il y a de l'instabilité dans les relations fédération et gouvernement, et donc ça fait de l'instabilité au carré, et ça atteint les joueurs et l'équipe. Et il n'est pas surprenant que quelqu'un comme Sondé Oliseh ne soit pas resté, parce que Sondé Oliseh est un garçon absolument rationnel, un garçon intelligent et carré. Il était prévisible qu'ils n'allaient pas s'entendre. Oui. Alors, Joseph, deuxième question, les binationaux. C'est un sujet que nous avons abordé dans la deuxième partie de cette émission. D'ailleurs, vous intervenez dans un sujet, mais juste une question. A-t-on une réelle solution où il faut réfléchir sur cette problématique? Car c'est un véritable problème d'ordre social et politique, selon vous, parce qu'il faut régler un jour ou l'autre ce fameux problème pour l'Afrique. Oui, bien sûr. Bien sûr, comme vous l'annonciez, j'interviens dans la suite. Mais bon, je crois que le problème des binationaux ne se limite pas simplement à regarder qui joue dans une équipe le jour du match. C'est beaucoup plus en amont. Il faut savoir d'où nous viennent les binationaux et quel type de binationaux nous avons. Nous avons les binationaux qui ont commencé dans le pays d'origine, puis se sont exportés, expatriés et ont pris une autre nationalité. Puis nous avons des binationaux que nous tentons de récupérer parce que leurs parents ont une autre nationalité et nous oublions qu'eux-mêmes en ont une autre parce qu'ils sont nés ailleurs. Et que souvent nous participons à des manifestations qui tendent à leur reconnaître cette nationalité-là. Qui comprendrait qu'un enfant né en France ne soit pas français? Donc, quand nous, pour le foot, nous voulons les récupérer, il faudrait que nous sachions qu'ils sont tout autant entièrement français qu'ils pourraient avoir des parents camerounais ou zimbabwéens ou ivoiriens. Voilà. Eh bien, Joseph, en tout cas, c'est un dossier sur lequel nous reviendrons, bien sûr, dans l'émission d'aujourd'hui, mais aussi lundi prochain. C'est un véritable feuilleton. Merci, Joseph, et à lundi prochain. Nous allons, Karim, un petit mot sur Mahrez, Riyad Mahrez, qui a surpris tout le monde. Hein. On est tous surpris, on est tous admiratifs de son parcours. On le rappelait tout à l'heure, le fait qu'il sorte un petit peu de nulle part, le fait qu'il ait joué à Quimper, puis au Havre, puis ensuite à Leicester, donc en deuxième division. Il a réellement explosé au grand public cette année. Et la réussite de Mahrez, c'est aussi la réussite de Leicester dans son ensemble, parce qu'il a tiré l'équipe vers le haut, mais c'est surtout la doublette avec Jamie Vardy qui a fait que Leicester arrive quasiment maintenant au titre de champion d'Angleterre. Ce collectif-là, Mahrez, il a su se fondre dedans et en
et tirer aussi l'équipe vers le haut, surtout dans des matchs un peu plus compliqués. On a vu des matchs où ils ont gagné 1-0, notamment le mois dernier, il y a une succession de 1-0. C'est là où un buteur comme Mahrez fait la différence. Oui, alors bien sûr, l'entraîneur italien qui n'a pas réussi à Monaco réussit bien et il s'entend très bien avec Mahrez et il ne veut même pas qu'il parte. Oui, il y a un esprit de revanche dans cette équipe-là. C'est une équipe qui est constituée de joueurs qui avaient connu plein d'échecs, qui avaient tous eu un parcours atypique. Ça veut dire qu'il y en a qui venaient de 2e, 3e division. Jamie Vardy n'a pas fait de centre de formation. Ranieri a été viré de l'AS Monaco, on le rappelle. Il y a plein, N'Golo Kanté, pareil. Il y a eu des difficultés, parcours atypique. Il jouait encore il y a quelques saisons à Boulogne-Billancourt. Donc tout ça, c'est un esprit revanchard qui leur donne une niaque français, oui, tout à fait. Tout à fait. Saïd, merci. Que des connaisseurs sur ce plateau. Comme d'habitude, Roger Toto, Mahrez, lui aussi, vous surprend Il surprend, oui. Moi, je l'ai connu au Havre. Techniquement, déjà, il avait une telle aisance technique. C'est vrai que j'entends beaucoup parler par rapport, oui, il a été snobé par rapport à Marseille. Mais à l'époque, moi-même, c'est vrai qu'on savait qu'il avait... Marseille, il faut quand même dire à nos téléspectateurs que Marseille est exigeant. Donc, rien d'étonnant, rien de choquant non plus. Hein. Non, mais pour la plupart, bon, moi, non, parisien. Par rapport à son parcours, je vais souligner par rapport à Mahrez, Vaïd, qu'il a pris en équipe nationale pour la Coupe du Monde. Il joue encore en 2e division avec Leicester. Et à partir de là, c'est vrai qu'il y en a qui ont commencé à découvrir Mahrez. Et là, c'est vrai, ce qu'il est en train de réellement de faire, c'est honnêtement, je ne pensais pas qu'il allait arriver à ce point-là. Donc là, il est tout à fait magique. Tout ce qu'il fait là, c'est extraordinaire. Merci, Roger Toto. Et puis, nous allons juste vous donner une information concernant le comité d'organisation de la COSAFA Cup 2016 qui a procédé jeudi dernier au tirage au sort de la phase finale de la compétition d'Afrique australe. Le premier tour regroupe 8 équipes réparties en 2 groupes et 4 et puis les combinaisons plus les quarts de finale qui sont également connus. Alors, en groupe A, Zimbabwe, Swaziland, Seychelles et Madagascar. Et puis en groupe B, il y a donc Angola, Lesotho et l'île Maurice. Et puis pour les demi-finales, pour les quarts de finale, l'Afrique du Sud rencontrera le vainqueur du groupe B et Botswana rencontrera Namibie. Et pour l'autre quart de finale, il y aura Zambie contre vainqueur du groupe A et RDC contre Mozambique. Est-ce que nous avons 2 secondes encore pour faire un petit tour sur ce football austral sur lequel nous reviendrons bien sûr. Saïd, un petit mot. Oui. Saïd, on a l'impression que c'est un football à part, mais on aura l'occasion d'en reparler, mais juste un petit mot. Oui, je voulais saluer ce genre de compétition-là, parce que ce genre de compétition-là, entre eux, c'est un football qui est un peu en retard par rapport au reste du football du continent, il faut l'admettre, mais de mettre en place ce genre... Du football subsaharien par rapport au Maghreb, à l'Afrique de l'Ouest. À l'Afrique de l'Ouest, centrale, tout ça. Ouais. Par rapport aux grandes nations de notre football, ils ont du retard. Et ça, ce genre de compétition-là, ça leur donne une expérience, ça permet de s'organiser entre eux, de pouvoir progresser à leur rythme, et ça permet aux joueurs qui participent à ce genre de compétition d'engranger de l'expérience. Donc c'est vraiment très intéressant. Et c'est bien de nous apporter aussi votre éclairage, Saïd, parce qu'il faut penser aussi à ce football-là. Ouais. De temps en temps, on nous en parle. On nous parle du football anglophone aussi. Il faut en parler sur Africa 24. Nous faisons que ça d'ailleurs. Hein. Vous l'aurez remarqué. C'est la fin de la première partie de cette émission. On se retrouve tout à l'heure pour le dossier consacré aux binationaux. Et nous aurons sans doute beaucoup de choses à vous dire. À tout à l'heure.